à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'interview du mois de novembre que je vous propose et c'est avec un immense plaisir que j'accueille pour cette interview Mel Gant. Mel Gant qui est auteur de Bad Girls Need Love Too mais aussi de Porc et Tevas, 3 romans que j'ai déjà lus. Mel, en fait, comment je l'ai découvert? Je travaillais sur ma vidéo des sorties livresques, je ne sais plus de quel mois. Je suis tombée sur l'annonce de sa sortie de Bad Girls Need Love Too, le tome 1. J'avais lu le résumé et j'en avais parlé de fil en aiguille. J'ai commencé à la suivre sur Instagram. Elle a fait un concours où j'ai eu la chance de gagner son tome 1. Et puis j'ai lu son tome 1, j'avais bien aimé, j'avais eu quelques bémols, mais on avait beaucoup échangé. Mel a cette qualité de bien accepter les échanges et ce qu'on peut lui remonter. Et puis quand le tome 2, donc on a continué à beaucoup papoter, quand le tome 2 est sorti, elle m'a fait le plaisir de me l'envoyer. Elle m'a également fait le plaisir de m'envoyer Porc et Tevas. On échange pas tous les jours, mais on échange beaucoup toutes les deux. Elle a une personnalité que moi j'aime beaucoup. Donc autant vous dire que je suis vraiment très contente de l'accueillir pour cette vidéo. Je pense que comme moi, vous allez vous éclater à écouter ses réponses. On a même un petit peu d'exclusivité pour cette vidéo. Donc c'est parti pour cette interview. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Mel Gant. Je suis l'auteur de 3 romans à l'heure actuelle, un 4e en cours, voire un 5e aussi. Le premier que j'ai écrit s'appelle Bad Girls Need Love Too, qui a été publié via une maison d'édition et que j'ai republié dernièrement en auto-édition pour pouvoir vraiment le faire à ma sauce, gérer vraiment tout du début jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai publié le second tome, donc Bad Girls Need Love Too, mais donc Second Round. Il y a 2 mois de ça, j'ai écrit Porc et Tevas, qui a vraiment... Bon, désolée, j'ai pas l'original, donc là c'est celui qui a subi les corrections, qui du coup, franchement, a de très bonnes retombées, et dont je suis vraiment actuellement le plus fière, parce que Simon et Bix, forcément, c'est les amours de ma vie. Après, que puis-je dire? J'œuvre majoritairement via les réseaux sociaux, étant donné que je pratique l'auto-édition sur Amazon. Et donc, je gère tout toute seule, du début jusqu'à la fin, de la couverture, de la conception, de la correction aussi, qui des fois nécessiterait peut-être plus de correction. Mais c'est le charme de l'auto-édition. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire? Depuis combien de temps tu écris? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Donc j'ai toujours plus ou moins écrit depuis ma tendre adolescence, mais il est très difficile de s'ouvrir, d'accepter les critiques qui d'ailleurs sont constructives pour une très grande majorité, mais d'accepter le regard des autres sur le fruit de ton imagination, qui quand même reflète ce que tu es, n'a jamais été vraiment une évidence pour moi. C'est pour ça que d'ailleurs les retours sur mes livres me font énormément de bien, parce que ça me permet de modifier, de corriger, d'améliorer, et pour moi c'est vraiment ce pourquoi j'écris, c'est de faire vivre mes personnages à travers les lecteurs, et d'avoir des retours où on me dit, par exemple comme le tien dernièrement, où c'est un coup d'amour parce que Simon et Bix, parce que tu transmets de l'amour à des personnes que tu ne connais même pas, et je trouve que c'est la plus belle chose qui soit, surtout par des temps qui courent un peu compliqués. Mais bon. Est-ce ma seule activité professionnelle? Pas du tout. J'aimerais beaucoup avoir plus de temps pour ça, mais malheureusement non, pas du tout. Je suis manager d'institut de beauté, donc je fais des très grosses semaines de travail. Et donc j'écris la nuit majoritairement, au détriment de mon mari qui a dû opter pour des ustensiles pour réussir à dormir, alors que ta femme elle écrit pendant des heures, mais c'est quand même assez cool. Et puis je trouve que la nuit on est beaucoup plus productive que la journée. Je trouve que ça met dans une atmosphère et une ambiance tellement particulière
que c'est vraiment là où les personnages prennent vie, dans ma tête, dans mon corps, autour de moi. Enfin, vraiment, je vis à 300% mes histoires. Surtout parce qu'il y a, pour la plupart, il y a une part de réel. Dans chaque livre, il y a une part de réel, une part de ma vie, une part de mes ressentis. Et donc, pour me plonger dans des romans qui, quand même, j'écris des romans assez sombres, il faut avoir le cœur accroché, il faut avoir une sécurité autour de toi qui t'assure que tu vas pas vriller et faire une bonne grosse dépression. Mais voilà, j'écris majoritairement la nuit, en dehors de mon activité professionnelle. Donc, le temps que j'y consacre, le temps qu'il faut, je dirais. Dès qu'une idée me vient, en pleine rue, je peux être en discussion avec des amis et avoir une idée comme ça, et donc prendre mon téléphone, commencer à gratter vraiment à fond sur la frénésie de l'écriture qui prend mes tripes, et je surfe sur cet état d'esprit-là, et c'est là où justement j'écris les meilleures choses de toute façon. Donc ça peut m'arriver aussi la nuit, hein, me réveiller en sursaut et d'aller écrire, parce que voilà, c'est l'idée, elle est comme ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacune de mes histoires ont un but très très précis. Il y a des auteurs que j'admire, comme Marie Agi, par exemple, qui arrive à écrire des livres à la vitesse de la lumière parce qu'elle a une imagination débordante, et j'admire véritablement ce style d'auteur, et parce que chaque livre qu'elle écrit est une tuerie. Donc j'aimerais pouvoir être comme ça, mais disons que pour moi l'écriture est un exutoire. J'ai bientôt 34 ans, et clairement m'ouvrir, développer les choses qui sont sombres en moi est vraiment compliqué. Donc mon seul moyen, c'est l'écriture. Voilà pourquoi ils sont aussi poignants. Je prends par exemple le premier tome de Bad Girl. Il parle quand même de violences sexuelles, de reconstruction d'une femme après des violences sexuelles surtout, de l'espoir que peut apporter l'amour, et surtout la rédemption suite à des actes de barbarie les plus abominables qui soient. C'est pas mon histoire, même si tout le monde l'a cru en fait, mais même mes proches surtout. Mais il y a quand même une part de réel, hein. Je rentrerai pas dans les détails, mais oui, je fais partie des victimes, et donc j'y ai vraiment mis mes tripes, je les ai même gerbées, passez-moi le terme, pour clairement mettre des mots sur des souffrances abominables que malheureusement beaucoup de femmes vivent. Et donc vraiment, enfin voilà, c'était pour moi une mission que de mettre en lumière le sujet du viol, et surtout qu'il y a beaucoup de livres autour de ça, et je me suis jamais reconnue à travers des romances qui sont pour moi trop clichés, où la fille est hyper prude, calme. Pas du tout. En fait, clairement, là, Lou, c'est une guerrière qui passe sa vie à se bastonner, qui passe sa vie à baiser des nanas, à picoler, à se défoncer à la tronche. Donc, clairement, c'est pas du tout le stéréotype que j'ai pu voir dans d'autres livres. Et les bad girls, pour moi, n'ont pas assez leur place dans les romans. Et vu que j'estime en être une, clairement, j'ai décidé de mettre les bad girls en évidence pour montrer qu'on n'a pas toujours besoin des hommes pour s'en sortir. Même s'il est vrai que la rencontre avec Alec va lui sauver la vie, on peut s'en sortir seul, on peut grandir, on peut avancer, et l'amour est la cerise sur le gâteau qui peut justement concrétiser le bonheur qu'on aura en amont construit. Donc ça, c'est pour le premier top. Dans le second, qu'est-ce que j'ai mis comme sujet en lumière? J'ai parlé de la difficulté d'avoir des enfants, de la stérilité, suite malheureusement aux actes de violence qu'elle a pu subir, de la protection de l'enfance aussi, la difficulté pour Alec majoritairement d'accepter le fait qu'un être puisse l'aimer, de la part de Lou, mais de la part d'un enfant aussi, parce que lui ne s'aime pas. Et donc, on va suivre son parcours à travers justement la quête de soi, la quête de l'amour, une fois de plus. De toute façon, tous mes romans sont des hymnes à l'amour, même s'ils sont très très sombres. La difficulté dans un couple de communiquer face justement à la difficulté d'avoir des enfants.
Et une fois de plus, il y a une part de réel. Si je n'ai pas d'enfant à 34 ans, c'est pas pour rien. Mais il y a surtout le fait que dans un couple, tu peux aller tellement, mais tellement loin dans ta quête, dans ta reconstruction. Et vraiment, ça oui, c'est ce que mon mari a apporté dans ma vie après moult mauvaises expériences. Mais ça, c'est autre chose. Dans le 3e tome, c'est complètement autre chose. C'est une petite fierté. C'est un petit clin d'œil à ma grand-mère que j'ai récupéré pendant le premier confinement et qui m'a vu lire justement un roman de Marie J. Et j'étais en pleine scène bien sexe à fond. Et ma grand-mère a voulu lire le livre. J'étais un peu gênée parce qu'elle a quand même 86 ans. Et je me voyais mal lui faire lire un roman de Marie J parce qu'à 86 ans, elles ont pas... Enfin, je pars du principe que c'est une génération qui n'est pas au niveau de la nôtre d'un point de vue homosexualité, d'un point de vue communauté LGBT. Et donc, j'ai eu envie de créer une histoire qui fasse taire les rabat-joie, qui fasse taire les réfractaires, qui pensent que l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine, n'a pas sa place. C'est faux, c'est totalement faux. Pour moi, c'est une aberration d'avoir encore des idées comme ça en 2020. 2021 d'ailleurs, bientôt. Et donc, j'ai écrit une histoire sur un enfant du pays, parce que oui, ma famille vient du Pays Basque, où va vivre Simon. Et donc, j'ai retranscrit tous mes souvenirs d'enfance. Ces rues pavées, ce village magnifique, fortifié encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, j'ai voulu témoigner l'amour que j'ai pour le Pays Basque à travers ce personnage de Simon qui va se reconstruire grâce à l'amour, certes, mais grâce à l'amour de sa famille, grâce à la compréhension, à l'ouverture d'esprit. Alors qu'on part de loin quand même, hein. Il a 2 reins qui ne fonctionnent plus et donc on suit son parcours médical, donc ça pourrait être très très sombre, mais j'ai voulu faire une fois de plus un hymne à l'amour parce que pour moi il y a que ça de vrai dans la vie. Et une fois de plus il y a une part de réel parce que je souffre de problématiques au niveau des reins, même si j'en suis pas au stade de l'insuffisance rénale comme Simon. Le ressenti médical, je l'ai. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages ? Comment se créent mes histoires? Je puise un sujet dans ma vie qui est difficile à exploiter, et justement plus c'est difficile et plus j'ai envie de me plonger corps et âme dedans pour coller un pansement dessus, et une fois que le pansement est collé, je passe à autre chose en fait. Je pense que vraiment c'est une psychanalyse en fait. Donc les lecteurs ne le savent pas, mais ils sont des psys pour moi. Mais je le prends à la rigolade entre guillemets parce que je suis tellement loin de ces auteurs qui pètent plus haut que leur cul, qui se voient comme oh, j'écris des romans, détends-toi en fait, hein, t'es comme tout le monde, tu fais pipi, tu fais caca, hein, voilà. Donc tu es humain et même si t'arrives à sortir des romans de 500 pages ou autres, clairement, enfin, faut être lucide de ce qu'on est, hein, sans lecteur on ne vit pas. Et pour moi c'est le retour des lecteurs qui me fait vivre de ma passion, qui me fait comprendre que mes insomnies sont justifiées. Donc une histoire se crée dès que j'ai une idée. Elle s'écrit parce que j'y mets ma vie, j'y mets mes tripes. Je me répète, je sais, mais pour moi, l'écriture est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Surtout quand on sait que c'est mes employés, enfin mes collègues de travail, celles que je manageais, une petite équipe d'ingénues, je dirais, parce qu'elles ont toutes 20 ans à tout casser, qui ont lu l'histoire de Lou et Alec et sont tellement tombées amoureuses qu'elles m'ont poussée à me faire publier. Et c'est grâce à elles, en fait, que j'en suis là aujourd'hui. Donc vraiment, je les remercie et je les remercierai, mais chaque jour qui passe. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi ? Jusqu'à présent, j'allais te répondre que c'est Porquet et Basse, vraiment. Parce que j'ai adoré
donner une autre tournure en fait. C'est-à-dire que Bad Girls in Love 2, d'ailleurs j'ai commencé le 3e tome, il est à mi-parcours. Malheureusement, il est stoppé parce qu'il va tourner autour de problématiques judiciaires. Et donc, pour ce faire, il faut que je me rende au tribunal. Et coronavirus fait que je ne peux pas aisément aller rencontrer les avocats, les juges, et le tribunal. Donc, pour l'instant, il est mis en stand-by, mais j'ai quand même une très très bonne partie de l'histoire qui est écrite. Donc, il verra le jour, Mumu, c'est bon, ne me menace pas de me fouetter. Tu l'auras, ton 3e roman. Mais du coup, à la base, vraiment, j'aurais dit que celui qui me tient le plus à cœur, c'est Porc et Basse. Parce qu'à l'intérieur, j'y ai mis vraiment beaucoup plus de gaieté, d'amour et de joie que dans les autres tomes. Mais au final, je vais pas dire que c'est celui-ci. C'est vraiment celui que je suis en train d'écrire, qui est très, très difficile pour moi à écrire. Et je vais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, tu vas avoir ces informations en exclu, si je puis dire. Je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Save the Raven, donc en français Sauve le corbeau, qui, j'en ai même la chair de poule quand je le dis. J'ai contacté, non. J'ai reçu un message une nuit à 4h du matin de quelqu'un, donc un jeune homme magnifique qui plus est, qui m'a demandé si je pouvais écrire un roman sur les violences conjugales faites aux hommes. Parce qu'il n'arrive pas à en parler. Parce qu'il en souffre, le martyr, et maintenant je sais pourquoi. Je suis désolée pour ces silences, mais c'est vraiment dur pour moi. Il m'a demandé donc d'écrire sa vie, en fait. Et je suis une romancière. Les autobiographies qui collent parfaitement, c'est pas mon délire, parce que j'aime pouvoir faire appel aux fruits de mon imagination, à m'éclater là-dedans, en fait. Et donc, il m'a raconté, sous, parce que pour me parler, malheureusement, il a besoin d'être sous, et je le comprends. Donc, je suis en attente de ces messages qui sont souvent la nuit. Et quand je vois le matin que j'ai une multitude de messages et que je les ai reçus à 3 ou 4 heures du matin, c'est qu'ils vont être durs, vraiment. Donc il m'a raconté sa vie, m'a raconté ce qui s'est passé, ce qui se passe dans sa vie, et j'ai eu envie d'aller conquérir le monde pour lui, d'aller décrocher la lune, d'aller buter cette connasse, en fait. Mais putain, j'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Mais donc celui-ci est en cours d'écriture. J'ai le ciment, j'ai l'histoire, j'ai le cortex, si je puis dire, de l'histoire. Et il est très difficile pour moi de l'écrire, mais putain que j'en suis fière. Je suis fière de pouvoir aider, en fait. Et c'est ce que je fais dans tous mes romans, mais les autres fois, c'était le fruit de mon imagination et de ma propre expérience. Là, ça met quelqu'un d'autre en avant, ça met son histoire qui est franchement abominable, et vous le comprendrez quand vous le lirez. Abominable dans les faits, abominable dans les sévices, dans la torture mentale que l'on peut infliger à un être qui n'a rien demandé, en fait, et qui souffre, et qui franchement m'a pris aux tripes, véritablement. Et vous aussi, je pense que vous aurez vraiment envie de lui sauver la vie. Donc c'est vraiment celui qui me tient le plus à cœur. J'aurai vos retombées d'ici quelques mois, parce que le confinement va... Je me suis mis dans un carcan de noirceur où je veux lui donner une suite positive, putain, j'ai envie d'aller décrocher la lune pour lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, il mérite toute protection, et comme toute personne victime, en fait, Je dis pas que les violences conjugales féminines sont inférieures. Loin de moi l'idée, mais c'est un sujet qui a souvent été exploité, si je puis dire. Et là, vraiment, moi, je connaissais pas.
fait, j'avais même des a priori parce que j'avais du mal à comprendre qu'un homme puisse accepter de se faire battre alors que physiquement, il a le corps, il a la force pour se rebeller. Et en fait, je comprends maintenant. Je comprends à travers lui, je comprends par ses détails, parce qu'il m'a donné vraiment tous les détails. Et c'est waouh! Donc vraiment, j'espère pouvoir le rendre fier. Il le fait anonymement, bien évidemment. Et je respecte son anonymat, et je le respecterai toujours. Il y a que mon mari et une poignée de personnes qui savent qui il est. Mais je respecterai tout ça. Et je vais écrire une fiction avec une base autobiographique à peu près à 50%, parce que je vais refaire la même chose que dans Bad Girl. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Nate, qui est donc ce personnage souffrant à outrance. Et il y a Stella, qui elle a souffert d'une autre manière. Et en fait, on va suivre ce parcours entre ces deux personnages qui vont se rencontrer via une association qui s'appelle Stop Homme Battu, qui d'ailleurs, je pense que ce terme doit exister auprès d'une vraie association. Et ils vont se retrouver dans cette... Enfin voilà, Nate va donner un appel à l'aide avant de faire vraiment une très très grosse connerie. Et Stella va y répondre. Et on va suivre le parcours de ces deux personnages qui vont se faire du bien. Voilà. Maintenant, je n'en dis pas plus. Vous verrez. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Peux-tu nous parler plus précisément de ta dernière sortie, Porque te vas? Mais Porque te vas, c'est Simon, un jeune homme qui vient de faire 16 ans et qui, en fait, voit sa vie exploser en lambeaux, étant donné qu'on lui annonce une insuffisance rénale de ses deux reins. Et donc, on va suivre, comme je l'ai dit, son parcours médical et surtout sa quête de soi, sa quête d'identité, sa quête de bonheur, en fait, parce qu'il n'a plus accès à ce que nous, on peut faire, hein, c'est-à-dire sortir, partir en vacances, parce que quand tu es sous dialyse, tu vas à l'hôpital 3 à 4 fois par semaine. Et petite anecdote d'ailleurs, parce que j'aime bien les anecdotes, après avoir sorti Porque te vas, j'ai rencontré une cliente, donc dans le contexte de mon travail officiel, et donc on parlait écriture, confinement, machin, et donc je lui ai expliqué l'histoire de Porque te vas, c'est c'est clairement le tronc de l'histoire, si je puis dire. Et en fait, il s'avère que cette femme, qui doit avoir à peu près la cinquantaine, souffrait d'une insuffisance rénale et était en attente d'une greffe. Et j'ai trouvé ça fou comme le destin... Il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Le destin a mis cette femme sur mon chemin, et donc je lui ai expliqué l'histoire de Simon. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'elle était sur le point de se faire greffer, et elle ne savait pas ce qui allait suivre d'un point de vue médical, d'un point de vue suivi, ce qu'elle allait avoir le droit de faire ou non. Et j'ai trouvé ça fou que ce soit une esthéticienne comme moi qui écrit des livres, qui lui explique comment va devenir sa vie après une greffe. Donc au final, je me dis que on peut apprendre de plein de choses des gens, et cette femme mérite de retrouver son histoire à travers Simon. Bon, même si c'est une romance MM, on est bien d'accord, mais j'ai trouvé ça fou, le hasard des choses. Donc, Porque te vas, un hymne à l'amour, un hymne à la joie, même si il y a la difficulté médicale derrière quand même. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Oui, il y a une part de moi dans chacun des personnages. Dans Bad Girl, je suis Alec, faut le savoir. Je ne suis pas Lou, je suis Alec. Vraiment. Et je crois que c'est mon mari Lou, je sais pas, mais je suis un peu dans tous les personnages. Mais disons que le personnage qui me représente le plus, c'est Alec. Je puise dans mon esprit parce que je suis plus communément ce qu'on appelle une bipolaire, je pense. Pas proprement parler au pied de la maladie, mais disons qu'il y a une multitude de personnages qui vivent en moi, et je les fais vivre à travers mes personnages. Donc plutôt que de prendre ça comme une faiblesse, d'avoir une multitude de choses dans la tête, j'ai préféré les mettre au profit. On les fait charbonner un peu, les pauvres. Attends, je sais pas qui c'est qui paye le loyer dans ma tête, alors autant qu'ils m'aident à payer.
Et du coup, ils travaillent dans les livres. Ils ont chacun leur place. Genre Stan est un personnage de Bad Girl Need Love 2 qui clairement pour moi est une folie et il gravite un peu trop souvent dans ma tête ces derniers temps. Bon, même s'il a été rangé au profit de Nate, qui ne quitte jamais mon esprit et qui en plus de ça est une tuerie totale physiquement, dans la description, n'est-ce pas? D'ailleurs, donc je vais l'appeler Velvet, qui fait la couverture du prochain tome. Je me suis puisée de lui pour le descriptif physique de Nate, mais il faut dire que j'ai pas mal choisi mon modèle quand même. Je vous laisserai le découvrir. As-tu encore le temps de lire? Quelle lectrice es-tu? Quel genre de prédilection lis-tu? Je dirais que franchement, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de lire ces derniers temps. Du moins, quand je m'incorpore littéralement dans une histoire, je ne peux pas me déconnecter. C'est une folie. H24, je suis avec mes personnages, je parle même à voix haute, ce qui perturbe les personnes qui m'entourent. Je passe un peu pour une folle des fois, mais du coup, lire en ce moment, non. Pas quand j'écris. Mais sinon, je regarde parce que j'ai ma bibliothèque qui est juste là. Donc en l'occurrence, une de mes bibliothèques parce que l'autre est ici. Et donc je suis une fervente lectrice de Mariage qui me fait tellement voyager. Oh, c'est une folie. Mais après, j'adore Nicolas Sparks. J'adore surtout Agnès Martin-Lugan. Surtout ses premiers, dont j'étais folle amoureuse. Agnès Le Digue aussi. J'adore en fait les histoires où on peut s'incorporer à travers les personnages, où on peut s'identifier à travers eux pour se détacher de notre quotidien, pour s'approprier en fait l'histoire des personnages. Après, Alana Scott, bien évidemment. Surtout avec Good Girls Love Bad Boy. Bon, même si on est dans le cliché de la fille douce et calme et du bad boy. Mais ça fait du bien aussi. Après, j'ai des lectures dans l'autre bibliothèque qui est complètement différente. Justement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un dernièrement, avec Monsieur Anonyme, qui adore Baudelaire. Donc, nous avons polémiqué autour des femmes damnées, des fleurs du mal. Enfin bon. Donc, j'ai des lectures diverses et variées. Mais tout dépend de l'état d'esprit. Par exemple, le dernier qui m'a littéralement bouleversée, c'est Fucked Up de Fred Estière, je pense que ça se prononce, qui m'a transcendée, vraiment. Donc j'ai des lectures diverses et variées, mais j'ai un très très gros penchant pour les romances MM. Il y a peut-être un truc à exploiter, mais bon, j'adore, c'est comme ça. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Tu écris. Alors, non, je peux pas. Pour la simple bonne raison que j'écris partout. Dans la rue, dans la voiture, sur mon canapé, sur la terrasse, en train de fumer, parce que je suis une très très grosse fumeuse. D'où ma voix d'ailleurs. Bon, même si je l'avais déjà quand j'étais gosse, mais l'espace de travail que je suis en train de me créer, c'est la chambre d'amis qui servait uniquement de chambre d'amis jusqu'à présent, et je vais pas la montrer parce que là franchement c'est un dégât, mais j'ai acheté un bureau monstrueux où je vais pouvoir justement travailler dessus, et d'ailleurs les étagères je vous la montre pas parce qu'il manque une étagère en fait. Je vais la monter cet après-midi, mais donc je suis en train de me créer un espace de travail pour vraiment ça, parce que j'envahis toute ma baraque avec les colis, avec les livres, avec les goodies aussi par la même occasion. Donc je suis en train de m'accaparer la chambre d'amis aux plus grandes dames de mon mari, mais ça c'est autre chose. Donc mon espace de travail est un peu divers et varié. mais en fait, à partir du moment où ça se déclenche dans ma tête, peu importe où je suis dans une bulle et personne ne peut m'en sortir. Tellement que justement je fais parler mes personnages à voix haute, mais c'est pas grave, mes proches ils sont habitués. Voilà, je suis qualifiée de tarée ou de folle, voilà. Donc voilà mon espace de travail se passe là. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Oui, la musique fait partie à part entière de mes écrits. D'ailleurs, dans le premier tome avec la maison d'édition, j'ai pas pu
vraiment listé toutes les musiques que je voulais, mais je me suis éclatée dans le second et dans Porquete Bass, en fait. Quand j'écris, il me faut de la musique douce. Donc, Ludovico Einaudi, bien évidemment. Du piano, parce que ça me fait voyager complètement. Mais ce qui m'inspire, pas quand je suis en train d'écrire, mais quand je réfléchis au personnage, j'ai une multitude de playlists qui sont très souvent noires, bien évidemment, comme mes romans de toute façon. Donc je puise dans un peu de tout. Après, j'ai cité dans 2 romans un artiste que j'apprécie par-dessus tout, qui est très jeune, qui est pas très connu, non, ce serait irrespectueux parce que c'est faux. Disons qu'il vient de sortir un roman, n'importe quoi, un album, n'importe quoi. Il vient de sortir un album et un EP, je crois que ça s'appelle, dernièrement, et il a un état d'esprit tellement sombre, tellement triste que je me retrouve littéralement à travers lui. Et donc il s'appelle Yuzma. C'est un jeune homme qui a en fait un visage bandé pour que, selon ses interviews, pour que chaque personne qui écoute ses musiques puisse identifier qui ils veulent derrière l'artiste. Et j'ai trouvé ça cool, franchement. Il a juste un œil et la bouche pour chanter. Et tous ses concerts, ils sont comme ça, tous ses interviews sont comme ça, et je trouve que c'est captivant. Parce que vraiment, en plus, il a un état d'esprit Bon, par contre, il faut aller bien dans sa tête quand on l'écoute. Mais il a dit une phrase un jour sur Instagram que j'ai adorée. Il a mis une photo d'un concert qu'il a fait donc avant le confinement. Et il a mis « Je crois que la tristesse a souri ce soir ». Donc on voit le personnage, hein, c'est-à-dire que clairement il se qualifie lui-même de tristesse, il s'appelle le djinn, donc l'esprit maléfique, hein, et c'est une folie. Après faut aimer, chacun ses goûts, mais vraiment il m'inspire énormément pour ce que j'écris. Après, vous avez toutes les musiques qui m'inspirent dans les romans en fait. J'ai créé une petite page avec playlist de romans, comme ça tu retrouves chaque moment de l'histoire à l'intérieur. Et du coup, on fait découvrir par la même occasion des musiques qui n'existaient pas, qu'on ne connaissait pas. Donc, je trouve ça cool. C'est un partage de connaissances qui fait vraiment plaisir. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un nouveau projet en cours et peux-tu nous en dire quelques mots? Je viens de le dire, donc Save the Raven avec Monsieur Velvet qui fait la couverture. Je vais user de mon ordinateur pour vous montrer la couverture parce que franchement, ce jeune homme mérite vraiment d'être un top modèle reconnu tellement il est juste magnifique. Mais le problème, c'est que je crois que monsieur a un certain manque de confiance en lui d'un point de vue physique. Donc je vous montre ça avec mes mails qui s'activent dans tous les sens. Laissez-moi tranquille. Oui, on est en confinement, mais je travaille quand même. Même si l'esthétique, faire du télétravail, c'est compliqué. Je vous présente Monsieur Velvet. Et donc, la couverture du roman, c'est celle-ci. Et ça, c'est sa photo de profil. Je vous laisse aller voir son profil, vous verrez qu'il y a un potentiel formidable d'inspiration. Et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai rencontré parce que Marie Agi était abonnée à lui. Et quand j'ai vu ses photos, je suis tombée sous le charme d'un point de vue muse. C'est-à-dire que vraiment, il suffit de le regarder. Enfin, pour ma part, il me suffit de regarder la photo pour m'inspirer littéralement dans ce que j'écris. Et je trouve qu'il colle littéralement au personnage de Nate. Vous découvrirez plus tard pourquoi. On passe maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Un chat. Oh, un chat, c'est la vie. J'ai un chat. Enfin, j'avais 2 chats, mais il y en a une qui s'est fait la malle. J'ai 2 chats et 2 chiens qu'on a sauvés d'associations parce qu'ils étaient maltraités. Franchement, quand je vois mon chat, il passe sa journée à dormir. Il se lève, il mange et il reçoit des papouilles tout le temps. Franchement, un chat, c'est la vie. Si tu étais une chanson, tu serais? Mon coup de cœur d'il y a très très peu de temps, Monsieur Madame, de Loïc Notet, ou Notet, je sais pas comment ça se prononce, mais Monsieur Madame, c'est vraiment... je crois que je saoule un peu tout le monde avec cette musique d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Si tu étais un roman,
tu serais? Fucked up. Complètement. À 300%. Waouh, vraiment. Et puis les deux personnages. Bon, j'ai plus son nom. Oh, j'ai plus son nom. Hop. Petite parenthèse comme ça, vous avez vu mon salon. Ash et Jev. Ash. Oh, non, mais je suis un boulet. Je confonds les deux. Mais il me semble que le personnage de Jeff, c'est le grand frère et le personnage de Ash, c'est le petit frère. Moi, je suis le plus torturé des deux. C'est une folie, ce livre! Je l'ai conseillé à tout le monde. Je crois que ses ventes ont dû exploser après que j'ai lu ce livre. Quand les personnes qui m'entourent ont vu l'état d'esprit dans lequel elle a réussi à me mettre, franchement, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est une folie. Mais il n'est pas à mettre entre n'importe quelle main. Il est vraiment, vraiment dur à lire. Mais vraiment, c'est une folie. Donc, Si tu étais un dessert, tu serais? alors, je ne suis pas très gourmande, mais si j'étais un dessert, je serais. Je suis incapable de prononcer le nom, mais cette fabuleuse pâtisserie marocaine qui est faite uniquement de sucre, de miel et qui clairement t'apporte un diabète. Si j'étais une pâtisserie et un dessert, je serais ça. Si tu étais une boisson, tu serais? Un verre, quand mes amis vont voir cette vidéo, je pense qu'ils vont se foutre de ma gueule. Un verre de rosé le plus gris que vous ayez. Oui, je fais très bourgeoise quand je vais au restaurant, mais je ne bois que du rosé gris. Et d'ailleurs, vu que mes reins ne fonctionnent pas très très bien, je n'en bois pas beaucoup. Donc, quitte à m'autoriser un verre d'alcool, clairement, je ne bois que ça. Donc, si j'étais une boisson, je serais bourgeoise avec son petit verre de rosé gris. Si tu étais un mot, tu serais? Waouh, le premier mot qui me vient en tête, il est glauque. J'allais dire torture. Si j'étais un mot, je serais... Je vais utiliser mon psy. J'en ai vu un dernièrement. Je lui ai demandé de mettre une appellation sur le fait que j'ai 1 milliard de personnages dans la tête. Et à la fin de la consultation, il m'a dit, j'ai trouvé. L'appellation qui vous correspond, c'est folle. Donc je pense que le mot qui me qualifie le plus, c'est folle. Mais il m'a dit, ça peut être beau, une folie. Alors partons du principe que la folie est belle. Voilà. Donc je serais folle. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Les 3 points de suspension. Oh, les 3 points de suspension. Ça ouvre la fenêtre des possibles. Si tu étais une qualité, tu serais? La générosité, je pense. Je suis pas assez prétentieuse pour pouvoir dire que je suis généreuse. Je suis pas prétentieuse du tout d'ailleurs. Au contraire, c'est vraiment l'inverse. Mais je dirais la bienveillance. En fait, la bienveillance de l'apporter aux autres, d'écouter les gens, de puiser dans leur histoire pour les aider, je pense. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? Thriller, dark romance. Ouais, je pense que... New romance, j'aime pas ce terme, mais new romance dark. Ça peut être pas mal, ça. Sinon, on peut faire un remix. Thriller, new romance dark, érotique. T'en fais ce que tu veux. Pour finir, veux-tu dire un mot pour tes lecteurs et tes lectrices? Je pourrais leur faire une déclaration d'amour pendant des heures. J'adore les retours qu'ils me font. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est un moteur. Un moteur à tout ça, à ce que j'aime, en fait, à cette passion qui vraiment me fait voyager, me fait planer. Surtout qu'en plus, tous les endroits décrits dans les romans, je veux les connaître. C'est-à-dire que Palma de Majorque, j'y suis allée, Toulouse, j'y vis, parce que je suis toulousaine native et je suis folle amoureuse de ma ville rose et des chocolatines et du putain con. Oui, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit dernièrement, sans citer son nom, que mon accent sentait le pastis. Bon,
Je pris ça comme un compliment. Il paraît que c'est le meilleur accent enfin, le plus bel accent de France. Donc bon, mon accent sent le pastis peut-être, si jamais, trinquez pour moi. Mais non, faut que j'arrête de partir en cacahuète et il faut que je me recentre. Mais si j'avais un mot à dire aux lecteurs et aux lectrices, je dirais que sans eux, on n'est rien. Qu'ils me transmettent énormément d'amour et qu'ils me prouvent que, ben oui, ce que je fais, ben, ça vaut la peine, en fait. Et je les remercie. Je les remercie du fond du cœur, en fait. Et si je peux me permettre une dernière phrase, je dirais que je l'ai cité dans Pour que t'es basse. Chacun de mes ouvrages a pour but de dénoncer des vérités taboues dans notre société. Donc si vous y réagissez et si ce que j'écris vous ouvre les yeux sur des sujets que vous ne connaissiez pas, ben ça c'est ma plus grande fierté, vraiment. Parce que la prétention ne fait pas du tout partie de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui va se faire mousser à écrire des livres, au contraire, ça me met mal à l'aise des fois quand par exemple je rencontre des gens et que mon mari, par fierté, lui, dit ah mais elle écrit des romans, elle écrit nana machin truc, ça me met hyper mal à l'aise parce que vraiment j'ai pas l'impression que mon travail soit d'une folie furieuse et donc quand je découvre que j'ai réussi à vous faire voyager, à vous faire aimer mes personnages autant que moi je les aime, c'est ça ma plus grande fierté. Donc je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi parce que sans vous, ben Alec, Lou, Stan, Simon, Bix, Nate, Stella et j'en passe n'auraient jamais existé. Donc merci beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bon courage avec ce confinement. Bon courage à ceux qui travaillent, qui vont affronter cette pandémie. Et je vous dis peut-être à bientôt pour notre interview autour de la sortie de Save the Raven. Bye bye! Ça en est tout pour cette interview. Merci énormément Mel d'avoir accepté de jouer le jeu, de te filmer pour répondre à mes questions. Ça m'a vraiment fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris à mieux connaître Mel, que vous aurez envie de découvrir ses écrits. En tout cas, moi je vous les conseille parce que c'est vraiment des histoires que j'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas et laissez-vous tenter. En attendant, moi, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!